je vais présenter donc Laurent Hubbard. Vous êtes CEO de Tiamat Energy et vous allez nous expliquer au cours de cette table ronde ce que fait Tiamat, évidemment. Driss Ibn Mansour, vous êtes directeur de Bird France. Donc ça, je pense qu'on peut dire sans dévoiler beaucoup de secrets que Bird, ce sont des trottinettes électriques, notamment présentes dans les rues de Paris. Oumaima Garbi, bonjour, bienvenue. Vous êtes postdoctorante au laboratoire Interface et Systèmes électrochimiques. Alors vous êtes vraiment la scientifique de l'étape, on va dire. Donc c'est un laboratoire qui se situe à Sorbonne Université et CNRS. Vous nous préciserez les choses. Et Paul-Adrien Cormeret, vous êtes cofondateur de Pony. Et Pony, c'est peut-être un peu moins connu aujourd'hui que Bird, mais c'est quand même des trottinettes aussi. Et des vélos, sur un modèle assez différent que vous nous décrirez. Bon, j'espère qu'on va retrouver Hugo André, qui est donc YouTuber, mais qui est aussi... oui, le voilà. Vous le connaissez? Oui, je le vois, moi. Moi, je le connais, je le reconnais. Et donc, en fait, pourquoi on a choisi de parler de ce sujet? Parce que tout le... Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, je vous ai pas du coup présenté. Hugo André, YouTuber. Est-ce que vous voulez dire deux mots? Mais personne ne s'est vraiment présenté plus que ça pour l'instant. D'accord, je suis le premier alors. Je me lance. J'ai pas encore introduit la table ronde, mais c'est peut-être que YouTuber, c'est un peu peut-être dire que vous êtes spécialiste de ces sujets-là quand même. Très bien. On a une chaîne YouTube avec une bande de potes d'école. Nous, on est journalistes de base. Et du coup, maintenant, sur YouTube, on fait des documentaires en indépendance totale où on se déplace dans des pays étrangers et on traite des thèmes notamment sur l'écologie ou sur les problèmes humanitaires qui peuvent y avoir dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, je vous disais, je voulais juste rebondir très brièvement sur l'intervention précédente parce que les problèmes de qualité de l'air, c'est quand même un des sujets, une des raisons qui nous ont conduits à la tribune à monter ce programme sur 2 jours autour des nouvelles mobilités. C'est quand même partie du fait qu'il y avait un réel souci avec les impacts sur la santé qu'on connaît, etc. Bon, je n'y reviens pas plus. Cette table ronde en particulier, donc intitulée La face cachée des nouvelles mobilités, c'est pour éviter d'avoir l'air d'être trop dans un monde bisounours et de penser que tout est beau, toutes les alternatives à la voiture sont forcément parfaites. C'est de montrer qu'effectivement ça va dans le bon sens, mais qu'il y a quand même des marges de progression. Voire qu'il faut dès le début partir sur les bonnes bases pour éviter d'avoir à gérer plus tard des problèmes assez complexes. Donc les alternatives à la voiture, bon, on va en parler pendant ces 2 journées, donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est des innovations qui portent à la fois sur les carburants. D'ailleurs, on a une table ronde un peu plus tard dans l'après-midi qui s'intitule « Peut-on rouler vert à Paris ?», qui porte sur les véhicules eux-mêmes. Donc là, on n'a pas parlé de trottinettes, mais c'est effectivement l'émergence et la multiplication très rapide, on peut dire pour certains d'entre eux, alors ça, je ne sais pas combien de noms, mais on va dire engin de déplacement personnel, le cas échéant électrique, mais c'est aussi des innovations en termes de modèles, que ce soit mobilité partagée, free floating, etc. Donc toutes ces solutions elles concourent effectivement à faire baisser la place de l'automobile, ou en tout cas de ce qu'on appelle l'autosolisme, à savoir le fait d'utiliser tout seul son automobile. Mais elle présente aussi, comme je disais, des enjeux, des marges de progression. Et là encore, tout ça, ça se passe aussi bien sur les plans technologiques qu'organisationnels, voire parfois réglementaires. Alors, on va beaucoup parler batterie dans cette table ronde, parce que, étant donné que la plupart de ces nouveaux engins de déplacement, voitures y compris, sont électriques, les batteries se trouvent présentes dans la plupart des nouvelles mobilités et on va voir que ça n'est pas sans poser quelques questions. Et donc je vais redonner la parole à Hugo en priorité parce que je crois que c'est un sujet que vous avez un peu étudié, les impacts divers et variés d'une utilisation de batteries et notamment des batteries lithium. Oui, tout à fait. On avait fait un documentaire sur en gros l'envers des voitures électriques il y a 1 an de ça. Et du coup, on a découvert pas mal de choses sur les batteries, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à être suffisamment informés sur les problèmes que peuvent engendrer la création de batteries, tout ça. Mais une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Donc, du coup, les 3 problèmes principaux, on va dire, avec les batteries, nous, ce qu'on en a vu en tout cas, ça se passe à la production, déjà dans un premier temps, à leur utilisation et également dans
simplement la demande qui est complètement folle et qui ne ralentit pas. À la conception, alors ça pose problème, donc déjà dans les problèmes classiques, quand on construit quelque chose en usine, on utilise de l'énergie, on rejette du CO2, donc ça c'est vraiment classique, c'est pas juste lié aux batteries. Par contre, ce qui compose la majeure partie des batteries, là c'est problématique. On retrouve du lithium et du cobalt. Le lithium est extrait 80% du lithium est extrait en Amérique latine, il me semble. Du coup, donc, dans des pays qui sont relativement pauvres. Donc, on en profite, on fait travailler des mecs sans équipement, qui manipulent des produits chimiques, qui sont très peu payés, voire pas payés du tout. Donc ça, c'est pour le côté humain qui est un peu dégueulasse. Et sur le côté écologie, extraire du lithium, ça demande énormément d'eau. Et l'Amérique latine n'est pas connue forcément pour ses pluies diluviennes. Donc dans les zones arides où on extrait le lithium, il n'y a pas d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On détruit les sols ou on désalinise de l'eau de mer. Donc c'est encore un gros problème écologique. Et ça, c'est uniquement pour le lithium. Le cobalt, c'est pas mieux. Ça se fait en Afrique, principalement en République démocratique du Congo. C'est des mines, c'est les mêmes problèmes écologiques. Et là, en prime, on envoie même des enfants. Yes. Quitte à faire des trucs dégueux, autant les faire jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier problème, pour moi en tout cas, et de ce qu'on en a vu, c'est donc à la conception. Maintenant, dans les problèmes de l'utilisation des batteries, si on prend les voitures électriques par exemple, on peut se dire c'est chouette, finalement j'ai eu un impact écologique à la conception de cette batterie, mais maintenant je n'en ai plus car ma batterie se recharge, je peux la réutiliser, machin. C'est vrai, et d'ailleurs les voitures électriques, malgré les problèmes qu'elles peuvent engendrer, restent, je trouve, quand même mieux que des voitures thermiques. Mais maintenant, quand on recharge une batterie de voiture électrique, il faut s'interroger d'où vient l'électricité qu'on utilise pour la recharger. Est-ce que cette électricité, elle est verte ? On peut forcément avoir des doutes, sachant qu'en 2015, je crois qu'on avait 17% de notre production d'électricité totale en France qui était issue d'énergie renouvelable, donc très très peu. Donc si on achète une voiture électrique pour l'environnement, mais qu'on la recharge avec une électricité qui n'est pas verte, c'est un peu contradictoire. Mais pour les batteries, encore, ça peut aller. Le pire, c'est les trottinettes, justement, comme en plus on est là pour parler de ça. Notamment, toutes les trottinettes qu'on a vues émerger, c'est fou, ça allait super vite. Il y en a eu une un jour, le lendemain, il y en avait 100, le surlendemain, il y en avait 1000. C'est dingue, c'est incroyable. Et bref, ces trottinettes-là, les batteries, elles ont une durée de vie archi faible et en fait, on est obligé de constamment en recréer, de les jeter, de les reproduire, machin, c'est sans fin. Et avec la demande gigantesque, qui était donc le dernier problème que je voulais aborder par rapport à ces batteries, la demande, la nôtre, déjà, on veut tous pouvoir rouler en trottinette électrique dans la ville, et la demande industrielle, parce que forcément, tout est lié. Donc voilà, donc on en produit de plus en plus, c'est très problématique et c'est pas forcément très joli pour l'environnement. Voilà. Merci. Je pense qu'il y aura des réactions probablement autour de la table sur certains des aspects. J'espère. Voilà. Alors, Oumaima Garbi, est-ce que les raisons qui ont été évoquées par Hugo, notamment sur le lithium, sont les raisons pour lesquelles vous êtes lancé dans des recherches pour trouver des alternatives à la batterie, précisément lithium-ion? Alors oui, effectivement, en grande partie, les raisons qui ont été mentionnées par Hugo André faisaient partie des prémices du projet de recherche. Il y a aussi un autre aspect qui n'avait pas été mentionné, c'est le recyclage de ces batteries. Et on parle très peu du recyclage des batteries et lithium-ion, et c'est parce qu'en effet, la complexité de ces systèmes qui sont proposés maintenant en industrie est telle que recycler des batteries lithium-ion avec du cobalt s'avère très difficile, ça peut être même dangereux. Et à présent, les batteries qui sont en fin de vie, en général, elles sont envoyées à l'étranger, malheureusement, où leur sort est pour l'instant très obscur. Et donc, le lithium, jusqu'à présent, est très peu recyclé, les batteries lithium-ion. Et donc, on continue dans ce cercle. Pourtant, ce qui est un peu étonnant, c'est que certaines projections tablent sur peut-être une pénurie de lithium à moyen terme. Donc on pourrait être quand même incité à récupérer le lithium dans les batteries? Oui, absolument, parce qu'on continue en fait dans ce cercle infernal d'utiliser et d'amenuiser nos ressources naturelles, telles qu'on l'a fait avec l'énergie fossile. Et donc on va se retrouver à un moment avec un amenuisement de nos ressources en lithium. Donc on a retrouvé là ces derniers temps en Australie aussi des minerais en lithium. Donc on continue à chercher, mais on continue sur le même schéma. Et donc effectivement, nous, l'idée de notre projet de recherche, c'était de proposer des matériaux qui sont très abondants, mais surtout qu'on sait très bien recycler. Et donc travailler avec des matériaux aussi qui étaient plus écologiques et plus verts. Du coup, quelles sont les pistes que vous étudiez alors? Alors nous, la technologie sur laquelle nous travaillons, c'est une batterie aluminium-air.
Donc l'idée, c'est de ne plus utiliser de lithium et d'utiliser l'aluminium en tant que composant de batterie. Donc ici, ça serait le moins de la batterie, si je puis dire, donc l'anode. Et c'est ce moins qui permettrait de produire les électrons qu'on utilise pour générer de l'électricité. Et donc l'idée de l'aluminium, c'est que dans un premier temps, l'aluminium est beaucoup plus abondant que le lithium, donc à 130 fois plus abondant en termes de masse. Mais en revanche, la production d'aluminium, c'est quand même très émetteur de gaz à effet de serre, par exemple. Enfin, on apprend ça Alors, quand on fait l'idée, des études sur le justement, c'est climat. de travailler avec de l'aluminium issu du recyclage. Donc, ça serait l'objectif de notre projet, c'est de travailler avec de l'aluminium qui n'a pas été extrait, mais justement qui est recyclé. Et alors, vous en êtes où? On a oublié peut-être de dire que vous étiez soutenu par la Fondation L'Oréal. Enfin, Oui. je vous laisse le dire Oui, plus absolument. précisément quoi. Mais... Donc, c'est la Fondation L'Oréal qui a permis à 35 boursières d'obtenir ce prix, qui permet de travailler sur des projets. Donc, je fais partie de ces 35 boursières pour l'année 2019. Et donc, le projet que j'avais soumis à la Fondation était justement de travailler sur le développement de batteries éco-responsables à base d'aluminium. Bon, on reviendra peut-être vers vous plus tard pour que vous nous disiez où c'en est et qu'est-ce qu'on peut espérer à quelle échéance. Je vais demander maintenant à Laurent Hubard de Tiamat, parce que vous aussi, vous avez adopté une autre technologie que celle du lithium-ion. Pourquoi? Pour quels usages? Et en quoi est-ce que c'est mieux que le lithium-ion? Donc effectivement, de la même manière, les recherches ont commencé sur le sodium-ion il y a plus de 10 ans pour des questions de ressources, c'est-à-dire trouver des alternatives à tout ce qui est lithium ou cobalt. Donc nous, on est sur des ressources sodium-ion, donc le sodium, c'est ce qu'il y a dans le sel de mer. Hein. Donc c'est inoffensif, c'est pas donc du sodium. Vous fabriquez des batteries, c'est ça votre métier. On est fabricant, pardon. Ouais. Oui, merci. Tiamat est une société qui fabrique des batteries électriques. On est localisé sur Amiens, donc au nord de Paris. Oui, et d'ailleurs, vous avez eu les honneurs de la visite du président, enfin pas vous, je ne sais pas s'il est venu chez vous, mais il est venu voir un bus équipé de batteries Tiamat en tout cas. Oui, parce qu'en fait, un des paris de l'État est aussi non seulement de faire aujourd'hui en Europe la même chose que les batteries qui sont déjà aujourd'hui fabriquées en Asie, mais aussi, pourquoi pas, de faire aussi des batteries électriques avec des ressources locales, c'est-à-dire du sodium, donc des ressources qu'on a sur place, et de fabriquer avec ce qu'on a sur place, les produits et les batteries qu'on va utiliser aujourd'hui et demain. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'Airbus des batteries qu'on veut faire à l'échelle européenne. Donc l'Airbus est très 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 grand et concerne beaucoup en fait des technologies déjà existantes. Donc oui, en fait, il essaie de recopier dans l'Airbus des batteries recopier ce qui existe déjà au lithium-ion, alors que nous on est sur une technologie qui est plutôt alternative. D'accord. Et par contre qui utilise les mêmes équipements de fabrication. C'est juste les ressources qui sont complètement différentes. Mais alors, c'est mieux, moins bien le sodium que l'aluminium pourquoi est-ce que vous utilisez le sodium aujourd'hui? Ça répond à quel type d'usage en fait? Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, c'est différent. D'un point de vue environnemental, ma question était d'un point de vue environnemental. Donc ça répond à des usages différents. Alors, environnemental, effectivement, c'est mieux, puisque du coup, en termes de ressources, vous n'utilisez pas les mêmes ressources. En termes de recyclage, c'est plus facile à recycler. Que le lithium. Pas que l'aluminium. Je fais la comparaison par rapport au lithium-ion. Oui. Et ensuite, en termes d'usage, nous, on fait des batteries qui se rechargent en 5 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui une batterie électrique et la charger en 5 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre pendant 2 heures à recharger un vélo, notamment dans tout ce qui est flotte, dans tout ce qui est mobilité partagée, pouvoir charger un équipement en 5 à 10 minutes, ça permet de le rendre immédiatement tout le temps disponible et d'éviter justement de mobiliser soit des très grosses batteries qu'on va charger pendant longtemps et donc d'utiliser la batterie à la taille dont on a besoin. Et donc ça permet en fait de fluidifier, par exemple, la rotation des flottes dans des mobilités partagées, c'est ça? Exactement, en fait, que ce soit des mobilités partagées, alors on va parler de la trottinette, petite mobilité partagée à la très grosse comme les bus, soit vous mettez une très très grosse batterie qui va permettre de faire plusieurs allers-retours pendant la journée, soit vous allez mettre une batterie à charge rapide, donc qui sera plus petite, qui va utiliser moins de ressources et qui va, en se chargeant plusieurs fois par jour de manière très rapide, pouvoir être utilisé et fluidifier en fait l'usage des équipements. Je pense que ce qui est important aussi dans cette possibilité-là, c'est-à-dire que si la batterie vous la rechargez plusieurs fois par jour, il faut qu'elle soit très robuste,
très durable. Et en fait, on est sur une techno qui est justement très robuste et très durable. Et on travaille Qui supporte beaucoup de cycles de recharge. Beaucoup de cycles de recharge, c'est ça. C'est le nombre de cycles de charge et décharge qu'on compte. Et ça s'inscrit on travaille avec des constructeurs français qui travaillent dans tout ce qui est la pérennité programmée, par comparaison à l'obsolescence programmée, où leur objectif est sur tous les composants, en fait, d'essayer de voir que l'équipement de mobilité soit dure le plus longtemps possible dans le temps. Très bien, merci beaucoup. Alors bon, je rappelais que le président Macron était venu voir ce bus lors de son déplacement récent à Amiens, mais comme vous l'avez dit quand on a échangé pour préparer cette table ronde, le premier véhicule que vous avez équipé de votre batterie, c'était une trottinette justement, c'est ça? Voilà. La première équipement qu'on a fabriqué et qu'on utilise encore aujourd'hui sont les trottinettes électriques. C'est bien pratique quand on a des petites courses à faire. Alors on va justement parler des trottinettes parce que c'est indépendamment, enfin en tout cas pas par rapport à leur batterie en premier lieu, je ne pense pas, mais les trottinettes qui peuvent être vues effectivement comme une alternative rêvée à la voiture dans Paris, leur apparition soudaine et très très rapide a quand même suscité une forme, on va dire, d'hostilité parmi les autres utilisateurs de la voirie, que ce soit les piétons, les voitures, les bicyclettes, et de la voirie et du trottoir. Je ne sais pas si le trottoir fait partie de la voirie. Bref. Et donc, on a 2 représentants d'opérateurs de trottinettes autour de la table. Donc, je rappelle que ce qui vous est fréquemment... alors, aucun de vous particulièrement, hein, je parle collectivement les trottinettes électriques dans Paris. Ce qui vous est reproché, ça va de l'encombrement des trottoirs. C'est d'ailleurs plus le free floating que la trottinette en tant que telle qui est mise en cause, mais donc l'encombrement des trottoirs, des recharges électriques qui sont faites par des auto-entrepreneurs, qu'on appelle, vous les appelez différemment, mais on les a beaucoup entendu appeler des juicers. Ces recharges sont parfois faites à l'aide de générateurs au diesel, donc côté écologie, on n'y est pas tout à fait. Le taux de casse élevé de certains véhicules est aussi pointé du doigt, parce que là non plus, c'est pas très écolo s'il faut en reconstruire, en refabriquer régulièrement. On en retrouve certains au fond du canal Saint-Martin, au fond de la Seine. Bref, beaucoup de choses qui mériteraient d'être améliorées. Comment est-ce que vous faites, vous, chez Bird, en l'occurrence, pour répondre à ces attaques? Okay. Surtout sachant, je me permets juste à moins que vous le disiez, mais je me permets juste de rappeler un élément de contexte qui est que la ville de Paris, je ne sais pas si c'est fait ou si c'est sur le point d'être fait, mais enfin bref, il va lancer un appel d'offres pour choisir 2 ou 3 opérateurs de trottinettes et en limiter les quantités à 15 000 véhicules dans la capitale. Donc j'imagine que tous les opérateurs qui se mettent sur les rangs rivalisent de promesses. Donc quelles sont les vôtres? Qu'est-ce que vous faites déjà d'ailleurs, hein, parce que j'ai l'air ironique, mais je sais qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Alors, donc nous, au Bird, vous le citiez tout à l'heure, on est une société américaine, on est les pionniers des services de trottinettes électriques. On a commencé en 2017 aux États-Unis. Le premier marché international en dehors des États-Unis était Paris, qui a été lancé à l'été 2018. Alors, ça fait un peu plus d'1 an. C'est une année au cours de laquelle on a appris énormément de choses. La première, donc on parlait tout à l'heure pour prendre chacun des points que vous citiez, le parking. Évidemment, le parking, c'est un sujet hyper important pour nous. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Paris, pourquoi tout le monde s'est rué comme ça sur Paris en particulier? Est-ce que c'est une ville qui attire particulièrement pour ce genre de mobilité Alors, au-delà, je pense que c'est une ville qui a un réel problème d'encombrement et d'embouteillage. Enfin, je pense qu'il suffit de se balader dans Paris pour voir qu'il y a trop de voitures. Qu'il y a un problème de pollution, donc d'émissions de gaz. Il y a beaucoup de villes dans le monde qui sont dans ce cas-là. Alors, Paris, c'est une des villes les plus polluées d'Europe et une des 40 villes les plus polluées du monde aussi. Donc, c'est un réel problème. Et avoir des solutions alternatives, des véhicules légers électriques, c'est une vraie solution. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Paris attire beaucoup. La deuxième, c'est que c'est une ville qui fait un peu office de laboratoire de micromobilité. C'est une ville qui, en fait, se prête beaucoup à ce type de déplacement. C'est l'effet Vélib, ça? C'est l'effet Vélib, c'est les infrastructures. Parce qu'à l'époque, c'était très pionnier, en fait. Absolument, c'est l'effet Vélib. C'est aussi les infrastructures, de plus en plus de pistes cyclables,
le plébiscite de ce type de service par les Parisiens. Les pistes cyclables, à l'origine, les trottinettes, les ont pas beaucoup utilisées quand même. Hein. Alors, je pense que on les utilise du mieux qu'on peut. Dès qu'il y a des pistes cyclables, évidemment, c'est toujours mieux de les utiliser. Et les trottinettes cohabitent très bien avec les vélos, parce que les trottinettes sont limitées à 20 km/h, donc il n'y a pas de réel danger face au vélo. Par rapport à la manière d'opérer, il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours des 12 derniers mois, plutôt des 6 derniers mois. La première, c'était par rapport aux chargeurs dont vous parliez. Effectivement, le premier modèle d'opération qui a été lancé, qui était le modèle américain, qui fonctionne comme ça aux États-Unis parce que c'est le modèle social, c'est les indépendants. Donc aux États-Unis, aujourd'hui, les recharges sont faites par des indépendants parce que c'est le modèle social dans notre secteur, c'est le modèle social dans beaucoup de secteurs. C'est un modèle de travail qu'on peut décrier, qu'on peut critiquer, mais c'est un modèle qui est prévalent aux États-Unis. En France, on a commencé avec ce modèle parce que c'était le modèle historique de Bird et c'était le modèle qui nous a permis de nous développer. En revanche, très vite, on s'est rendu compte... Vous pouvez juste expliquer très brièvement en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'ils font ces juicers, chargeurs, je ne sais pas comment vous les appelez? Les chargeurs. Alors, aux États-Unis, le modèle est... en fait, c'est des entreprises individuelles. Donc, c'est des personnes indépendantes qui chargent et qui sont payées à la recharge ces trottinettes. Donc, concrètement, elles récupèrent des trottinettes dans la rue, elles les apportent chez elles, elles les rechargent? C'est le modèle dans certaines villes aux États-Unis. En France, en revanche, aujourd'hui, on est chez Bird, on emploie tous nos chargeurs en CDI, plein temps. Donc, on est... Vous en avez combien? Aujourd'hui, on a 100 personnes qui s'occupent exclusivement de la charge, donc qui justement s'occupent de ramasser et redéployer nos trottinettes dans les rues de Paris. Et on recharge toutes nos trottinettes dans notre entrepôt. Donc on a un entrepôt à l'extérieur de Paris qui nous permet de recharger. Et on utilise justement, on parlait tout à l'heure de sources d'énergie. On passe à travers une société qui s'appelle Équateur, qui nous fournit en électricité verte. Et on achète donc l'électricité auprès de producteurs locaux dans nos 3 entrepôts à Lyon, Paris et Marseille. Donc ça, c'est sur la partie recharge, on passe exclusivement par nos propres employés qui sont, évidemment, on a un contrôle de la qualité, on s'assure du bon fonctionnement des opérations et on passe pas par des travailleurs indépendants. Le deuxième élément... Ils sont salariés à temps plein, ces personnes en CDI? Elles sont à temps plein, oui, absolument. Et depuis combien de temps vous les avez recrutés? Depuis le 31 août dernier. On a mis fin aux entreprises indépendantes le 31 août dernier. Le deuxième élément, vous le citiez, c'était le parking et l'encombrement des trottoirs. C'est évidemment un sujet qui nous tient à cœur. On fait énormément de choses là-dessus. La première, c'est qu'on a une équipe de 40 personnes qui sillonnent les rues de Paris, soit à pied, soit en vélo cargo, pour justement repositionner et restationner ces trottinettes au maximum. Donc aujourd'hui, il y a des emplacements qui sont mis en place par la ville de Paris, qui sont dédiés aux trottinettes et aux solutions de micro-mobilité. 15 000 places, j'ai entendu dire. 15 000 places qui sont en cours d'implémentation. Donc nous, on encourage au maximum nos utilisateurs à se garer sur ces places de stationnement, soit via le remboursement d'une partie de la course. Donc à chaque fois que vous stationnez sur une de ces places de parking, on vous rembourse 25 centimes, soit en repositionnement nous-mêmes les trottinettes avec ce que nous on appelle des birdwatchers. Et à l'inverse, ceux de vos clients qui continueraient à se garer n'importe où, ils sont sanctionnés? Comment ça se passe? Alors, ils sont pas sanctionnés. Est-ce que vous avez moyen de... Aujourd'hui, on est dans une... Financièrement. Oui, financièrement, on est plutôt dans une phase où on essaye d'inciter nos utilisateurs à le faire en les récompensant du bon comportement. On a aussi mis en place une solution de parking obligatoire. En fait, la technologie nous permet d'empêcher un utilisateur de terminer une course en dehors d'une zone de parking. Donc c'est juste impossible de terminer. Il peut pas en fait. Il peut le faire que s'il est sur une des places de parking autorisées. Ouais. Comment ça fonctionne ça? C'est une technologie de GPS qui permet de géolocaliser à la fois l'utilisateur et la trottinette et la place de parking et qui en triangularisant les 3 coordonnées permet de déterminer si on est sur la bonne place de stationnement. Le dernier point, c'était pour revenir un peu sur ce que Hugo et Oumaima disaient au début sur les batteries. Effectivement, aujourd'hui, il y a un sujet de production. Donc, c'est de la responsabilité des opérateurs de bien choisir les fabricants avec qui on travaille. Donc, nous, on a une équipe d'ingénieurs qui travaille sur la conception de ces batteries et l'identification des bonnes pièces qui sont mises dans ces batteries et la sélection des producteurs. Et le deuxième élément, c'est sur la partie recyclage, effectivement. C'est de la responsabilité des opérateurs de travailler avec les bonnes organisations. On ne recycle pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Il y a un vrai savoir-faire.
il faut avoir de vraies infrastructures pour le faire. En revanche, on travaille avec des organisations agréées pour le recyclage de ce type de batterie. Donc ça existe en fait, c'est des batteries lithium-ion pour l'instant. C'est des batteries lithium-ion, absolument. Donc il y a un certain conditionnement à respecter et un processus de recyclage que certaines organisations en Europe sont en mesure de faire. Vous avez connaissance de ces circuits de recyclage? Oui, il y a du recyclage. Il Oui. n'est pas systématique, c'est ça le problème. Et Oui. qu'une grosse partie des batteries lithium-ion sont toujours envoyées à l'étranger et qu'elles sont stockées. Et pourquoi ça? C'est parce que c'est compliqué, donc onéreux en fait de C'est de onéreux, recycler? ça peut être dangereux. Le processus, effectivement, va demander plusieurs étapes pour pouvoir extraire chaque élément de cette batterie lithium-ion. Et donc, ça n'est pas rentable de le faire dans les pays européens, soit parce que les réglementations ne le permettent pas, soit parce que ça va coûter beaucoup trop cher. Et donc, forcément, elles sont envoyées et c'est plus rentable de produire de nouvelles batteries que de devoir les recycler. Oui, toujours la même histoire en fait. Exactement. Voilà. Mais gardez le micro, Maïma, parce que comme on va repartir sur les trottinettes, j'aimerais que vous nous disiez où est-ce que vous en êtes, parce que ça a l'air tellement formidable, vos batteries en aluminium, qu'on se dit bon bah vivement que ça arrive, arrêtons tout le reste. Sauf que c'est pas pour tout de suite apparemment. Non. Alors la bourse. Vous êtes vraiment une chercheuse, hein, donc vous en êtes à une étape assez en amont en fait. Exactement. Le projet sur lequel je travaille, c'est vraiment une approche fondamentale. Donc on cherche vraiment à comprendre les mécanismes qu'il y a au sein de cette future batterie, pouvoir par la suite proposer une batterie qui justement est robuste et qui va pouvoir être compétitive. Donc la bourse vient de commencer en octobre, donc le projet est tout neuf. Et donc je travaille seule dessus pour l'instant, donc effectivement c'est vraiment la genèse. Alors après, en termes de... Quelles sont les prochaines étapes? Quand est-ce qu'on peut espérer voir quoi, si tout se passe bien? Alors l'idée, c'est que d'ici un an et demi, on ait une sélection de matériaux, que ce soit le plus et le moins, donc l'anode et la cathode, donc là c'est l'aluminium, et l'air. Donc nous, c'est une aluminium air, donc l'autre composant. Et ensuite, lorsqu'on aura compris comment cette batterie fonctionne, optimiser les matériaux, par la suite passer à une étape qui est plus intéressante, où là on va l'optimiser avec effectivement réaliser des cyclages, voir si on a des capacités qui sont au moins du même niveau que la batterie lithium-ion. Parce que l'objectif de cette batterie aluminium-air, c'est de pouvoir remplacer la technologie lithium-ion. On n'est pas du tout dans l'esprit de la batterie, par exemple sodium, où là on a une recharge ultra rapide, etc. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir remplacer totalement la batterie lithium-ion. Mais donc sur tout type de véhicule, voiture, trottinette, tout ce qu'on veut en fait. C'est l'idée. D'accord. Très bien. Est-ce que Hugo voulait réagir sur ces nouvelles technologies? Alors, vous n'êtes pas chimiste à ma connaissance. Non, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous semble aller dans le bon sens? Je trouve ça formidable sur le papier, en tout cas, ce que vous dites et ce que vous dites également, monsieur, et même vous également, sur comment Bird s'occupe de toutes ces thématiques. Je trouve ça vraiment chouette. Maintenant, je me demande si c'était pas des choses auxquelles il fallait réfléchir avant, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que la technologie va tellement vite qu'on prend même pas la peine d'essayer de la cadrer avant qu'elle arrive sur le marché. Et ça, c'est juste un fait, c'est pas forcément une critique. Mais du coup, au final, c'est arrivé, c'est allé très très vite. Et maintenant, oh, c'est la merde, alors il va falloir qu'on agisse. Alors que si on y avait pensé avant, moi, j'aurais pas pu, personnellement. Vous non plus, peut-être, c'est pas du tout une critique. Mais si on avait pensé avant, on n'aurait peut-être toujours pas de trottinette. Peut-être, ou alors d'une autre manière. Même de voiture électrique, peut-être. Peut-être, mais ou alors différemment. Mais en tout cas, sinon, ce sont de très belles idées. Et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Alors pas à l'aluminium, mais ce que vous faites, monsieur. C'est encore pas très public ce que fait Umaima, hein, donc. Mais je trouve ça super intéressant, vraiment. Ça prouve juste que, bon, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même assez répandue, qu'il y a un vrai problème avec les batteries lithium-ion et qu'il faut donc trouver des alternatives. Alors, vous êtes donc un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Pony. Vous allez nous expliquer parce que vous avez un modèle assez original et vous êtes aussi sur les rangs pour l'appel d'offres de la ville de Paris. Alors oui, tout à fait. En fait, j'aimerais rebondir un peu sur tout ce qu'on vient de se dire, sur le fait qu'on a tendance dans cette industrie à aller beaucoup trop vite, qu'on voit une invasion de l'espace public avec des véhicules qui sont cassés, dont personne ne prend soin. Et je pense en fait, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Je vais expliquer notre modèle, mais peut-être j'aimerais expliquer un peu le constat. Nous, pourquoi on pense que tout ça se passe? C'est quoi quand on prend un peu de recul, comment on analyse ça? En fait, la mobilité partagée telle qu'elle se pratique aujourd'hui à Paris, elle conduit à un double aléa moral.
D'un côté, les utilisateurs ont accès à des véhicules qui sont un bien public, qui n'appartiennent à personne. Et en fait, le réflexe naturel bien connu, c'est on ne respecte pas le bien public, le bien commun. Personne n'y fait jamais attention. Et les trottinettes souffrent de ça. C'est des véhicules du coup qui sont garés n'importe comment, qui sont abandonnés sur le trottoir à la fin des trajets, qui du coup ont des faibles durées de vie et du coup qui sont souvent cassés avec du coup une qualité de service qui n'est pas forcément au rendez-vous. L'autre aléa moral, c'est... Je voulais juste rebondir sur ce que vous dites là, parce que j'anime une autre table ronde un peu plus tard dans l'après-midi sur le partage de l'espace public. Donc, bref. Et une des participantes a qualifié ce problème avec le free floating de tragédie des biens communs, qui en fait, en appartenant à tout le monde, n'appartiennent finalement à personne. Tout à fait. Personne ne prend soin, quoi. C'est un article que je vous invite à lire sur le Guardian, c'est The Tragedy of the Commons. C'est une expérience qui a été faite à Manchester où en fait il y avait une camionnette dans un quartier un peu sensible pendant 3 mois, blanche, rien ne se passe. Ils mettent un autocollant de Royal Mail dessus et la semaine d'après elle est vandalisée. Et c'est vraiment le truc que ça n'appartient à personne et c'est là qu'il y a une déresponsabilisation complète de se dire attends je casse ce truc mais personne n'est affecté réellement par ça, quoi. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est les opérateurs qui déversent en fait leur flotte dans les villes indépendamment complètement des besoins des habitants sur le terrain. Donc on est dans un système où en fait naturellement je vais demander un droit de réponse pour Driss parce que effectivement, c'est une question que je pose. Pardon, je vous interromps, mais effectivement, sur quelle base vous déversez telle quantité? Alors maintenant, ça va être différent avec l'appel d'offres, mais pour l'instant, c'était qu'est-ce qui vous poussait à en mettre tant ou tant en circulation? Alors il y a 2 choses. La première, c'est on travaille vraiment en accord avec les villes et on fait en sorte de respecter nos engagements. Alors, dans le cas de Bird, on s'est engagé à réduire notre flotte en deçà de 4500 trottinettes dans les rues de Paris. Aujourd'hui, on en a un peu moins de 4000. Donc, on a respecté nos engagements. On avait fait une promesse auprès de la mairie en mai dernier. On s'est tenu à cette promesse et on est aujourd'hui en dessous de 4000, qui est, à mon avis, toujours en dessous du réel potentiel d'une ville comme Paris. Et ce potentiel, ça rejoint un peu ma question. Comment est-ce que vous le calculez? La deuxième partie de la réponse, c'est on est quand même une entreprise privée qui a des objectifs de profitabilité. Et le fait de déployer des dizaines de milliers de véhicules, en fait, il n'y a juste aucun moyen d'atteindre une profitabilité parce qu'il y a des taux d'utilisation. Et si vous mettez 10 000 véhicules dans une ville et que le taux d'utilisation par véhicule est faible, c'est-à-dire que vous faites une et demie, 2 courses par jour, il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent. Et donc, vous n'avez aucun intérêt en tant qu'entreprise à déployer des dizaines de milliers. Donc ça, on l'a compris très tôt. Et donc, nous, aujourd'hui, on a un pilotage quotidien de notre offre. Donc, on est capable de dire quotidiennement quelle est la demande attendue et quel est le bon niveau d'offre pour matcher cette demande. Alors vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc justement, ça c'est le point, c'est la réalisation qu'on est en train de faire. D'ailleurs, un des principaux actionnaires de Bird a écrit un article sur Medium que je vous invite tous à lire sur justement la stratégie de financement de ce qu'il appelle les tech-enabled, les entreprises qui du coup utilisent la tech pour exister mais dont c'est pas forcément le cœur, qui aujourd'hui maintenant commencent à comprendre très très récemment que la rentabilité c'est important, mais c'était pas le cas jusqu'à très longtemps et on était dans une course en fait à la croissance où vous avez des startups qui se vantent de lancer une ville tous les 3 jours. Une nouvelle ville tous les 3 jours. On ne peut pas faire une ville tous les 3 jours et faire du bon travail. Et donc en vrai, c'est vrai que le sentiment légitime et naturel qui est arrivé de tout ça, c'est celui qu'on voit aujourd'hui à Paris. C'est le sentiment du rejet. Il y a quand même des gens qui se trimballent avec un marqueur en se disant je vais aller taguer les QR codes pour que personne puisse emprunter ce vélo. Enfin, je veux dire, on a vraiment raté un truc là. Et donc, donc là, on est face à quelque chose de très très structurel, où fondamentalement, il y a une course à la croissance qui est en fait la course à la levée de fonds. Les entreprises aujourd'hui de freebooting ne vivent pas de leurs revenus, elles vivent de leur levée de fonds. Donc il faut aller le plus vite possible. Les utilisateurs, eux, sont un peu exaspérés par ce gâchis de véhicules. C'est le ressenti d'Hugo. Il dit c'est infernal, on est là, on va trop vite, on n'a réfléchi à rien, on jette des trottinettes en ville, on ne sait même pas comment on va les réparer ni les recycler. Et Pony, bon, on a un truc qui est vraiment différent. Bon, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre d'où on vient, Pony, en fait, on est déjà le seul acteur français, mais surtout, on est un des acteurs les plus anciens du secteur. Donc quand on crée Pony, Bird et Lime n'existent pas. En fait, on est plus anciens. Et à l'époque, c'est quand c'est fin 2016. Donc vous n'existez pas?
Vous n'étiez pas en France, c'est une chose, mais vous Non, n'existiez on pas. n'était toujours pas en France. Fin 2016, on commence à exister. La création de Bird, c'est septembre 2017. Mais donc le modèle auquel on pense nous à l'époque, c'est de se dire, à l'époque, on n'imagine pas cette course absurde à la croissance. Je vous interromps de nouveau parce qu'on se dit la création de Bird, c'est septembre 2017. On est 2 ans plus tard et bon, on parle de Bird, vous n'êtes pas mis en accusation. Hein, c'est tous les free floaters, voilà, qu'on connaît. Je veux dire, en 18 mois, ça a complètement explosé en fait. C'est complètement extraordinaire. Ça prouve vraiment la demande et le besoin. Vous vous demandiez pourquoi ça marche si bien à Paris, parce que c'est la 3e ville la plus dense du monde. La réponse, elle est là, c'est tout. Hein. C'est pas la pollution. C'est vraiment parce que les gens ont besoin de se déplacer et qu'ils ont besoin de faire des petits trajets. Et sur ces distances-là, la trottinette, c'est le meilleur moyen de se déplacer. Mais j'en reviens vraiment à l'idée de se dire, quand nous, on crée Pony, on se dit, le vrai problème à adresser, c'est comment on peut partager des véhicules et s'assurer que les gens vont les respecter. Et c'est le seul moyen de réussir. D'accord, des tentatives de partager des véhicules, il y en a depuis les vélos blancs en Hollande dans les années 70, ils ont tous échoué les uns après les autres. Et donc l'idée, c'est de construire un modèle qui pousse les gens à s'approprier le service, à respecter les véhicules, et c'est ça qu'on fait chez Pony. Donc on a un modèle qui est, comme on le fait, c'est un modèle participatif qui est unique dans le monde. Ça s'appelle Adopte un Pony. L'idée, c'est quoi? C'est que quand vous téléchargez l'application Pony, si vous le faites là, vous allez voir les véhicules qui sont disponibles dans l'application. Ils n'appartiennent pas à notre entreprise, ils appartiennent à des particuliers qui les ont achetés, qui les partagent avec leurs voisins, d'accord, et en échange d'un accès gratuit au service et 50% du revenu qui est généré. D'accord. Pourquoi ça fait la différence? Parce que là où on gagne, c'est le jour où nos utilisateurs, quand ils se servent d'un Pony, ils se disent en fait, je ne suis pas en train de louer le vélo d'une multinationale. Bon, je suis en train d'emprunter le vélo d'un voisin. D'accord. Ça, on l'a lancé il y a 1 an. Personne n'y croyait. Et c'est un carton extraordinaire. Nous, on est dans 2 villes, à Angers et à Bordeaux. À Angers, on a divisé par 3 le vandalisme. Et on a des durées de vie, tout le monde parle des fameuses durées de vie des trottinettes. Notre première flotte, alors c'est modeste, hein, de trottinettes qui est d'une 150 unités qui a été lancée en février. On a 95% qui est encore en circulation 9 mois plus tard. Et donc voilà, donc la différence, nous, on pense qu'elle se fait là, c'est aller agir sur ce qui est structurel et fondamental dans ce marché, qui est vraiment construire un modèle qui est durable, à la fois parce qu'il implique les utilisateurs et parce qu'il permet de s'extraire de ces logiques ultra court-termistes des levées de fonds et du financement venture capitalistique. Et les trottinettes, elles viennent d'où? C'est vous qui les faites fabriquer, vous qui les achetez ou... Ouais. Aujourd'hui, les trottinettes, on les achète. En revanche, c'est vrai, Pony, c'est notre spécificité. Nous, on est un fabricant de vélo. Donc, on a un statut de fabricant de vélo. On a une ADN vélo. Avant de faire des trottinettes, on faisait du vélo. Et les trottinettes, aujourd'hui, on les achète un peu tous chez les mêmes fabricants. Hein. Donc, c'est le même fabricant que Bird. Ouais. Et d'un point de vue modèle économique, donc finalement, vous achetez les mêmes trottinettes que Bird, on va dire. Mais vous ne percevez que la moitié de la course et c'est rentable quand même? Exactement, puisqu'en fait, nous, du coup, on n'achète pas les véhicules, c'est les utilisateurs qui les achètent. Donc ça, c'est un coût que Bird a, que nous, on n'a pas. Donc en fait, on se retrouve à peu près sur la même base. La différence, c'est que le taux de panne, les taux de casse sont beaucoup plus faibles sur les flottes Pony et du coup, la longévité des véhicules est beaucoup plus importante. Ça fait une qualité de service qui est bien supérieure, puisque la probabilité de tomber sur une trottinette cassée quand on se déplace est plus faible. On a moins besoin de les ramener à l'atelier et du coup, on a un modèle qui est beaucoup plus... qui fonctionne beaucoup mieux. Mais donc, il faut que vous trouviez suffisamment de monsieur et madame tout le monde pour acheter les véhicules, en fait. Alors, ça, c'est la grande surprise, c'est le succès du truc. C'est-à-dire que quand on a lancé, c'était septembre 2018, personne n'y croyait, c'était la pleine faillite de Ofo, Gobi venait de s'écraser la tête sur le trottoir à Paris. On a lancé le truc, on a vendu les 100 premiers vélos en 30 minutes. Et depuis, on n'est jamais resté plus de 24 heures avec des véhicules à vendre. Dès qu'on rajoute des véhicules, ça part tout de suite. Et la dernière vente qu'on a fait là... C'est une bonne affaire financièrement pour les gens qui les achètent? C'est une très bonne affaire. En particulier... ça coûte combien une trottinette et en moyenne dans l'année, combien on peut gagner avec? Alors, donc là, il y a plein de gens qui le partagent sur Twitter, donc je vous invite à aller voir les screenshots de leur application. Mais là, sur les flottes donc une trottinette, par exemple, c'est ça qui est vraiment le plus rentable, pour être honnête. Hein. À l'achat, c'est assez cher. Donc c'est 720 €. C'est ça qui fait que c'est quand même très responsabilisant, que les gens sont vraiment impliqués. En revanche, les gens qui les ont achetés sur la première génération, ils sont en moyenne juste en dessous de doubler leur mise. Donc en combien de temps? En 9 mois. Donc c'est un excellent investissement. C'est un excellent investissement et pour nous aussi parce que du coup c'est des véhicules qui, si on avait dû les louer normalement, seraient déjà partis à la casse depuis plusieurs mois, quoi. Et vous pensez que le profil d'utilisateur des trottinettes est différent de ceux qui utilisent d'autres types de trottinettes en free floating?
Parce qu'il faut bien que, pour que ça fonctionne, il faut que les utilisateurs finaux aient bien en tête que ça appartient à quelqu'un, à un particulier. Tout à fait. Donc comment on fait pour que les gens sachent en fait que ça appartient à des gens? Il y a 2 mécanismes. Donc celui de la propriété, c'est un investissement, c'est une somme importante. Donc ça implique vraiment les gens qui en font la promotion massivement autour d'eux. On a plus de 450 personnes maintenant qui sont vraiment du coup des promoteurs actifs du service, quoi, qui sont investis, qui en parlent autour d'eux, qui interviennent. Hop, ma trottinette elle va bouger depuis 2 jours, ils nous appellent, ils vont même à l'atelier. Donc tous ces gens-là, ils font passer le message. Et l'autre aspect, c'est l'aspect gamification. On appelle ça Adopt un Pony justement parce que vous lui donnez un nom, vous le voyez se déplacer, Joy Jumper. Dès que quelqu'un s'insère, clac, on le voit. À la fin du trajet, Joy Jumper fait du bon boulot. Voilà, vous avez 2 € sur votre compte. Et en fait, ce truc hyper gamifié, c'est du contenu que les gens partagent. Et ce qui fait, c'est hyper ludique. Vous êtes à un café, il y a Joy Jumper qui fait un trajet, tout de suite, arcade, t'as vu, il y a ma trottinette qui se déplace et tout. Et c'est vrai qu'en fait, on arrive à avoir une notoriété qui est très très importante dans les villes où on opère, en très peu de temps, simplement organiquement, avec, en fait, on n'a même pas d'équipe marketing, pour être honnête. Bah, vous faites le job très bien là, de marketing. Hein. J'ai une question. Donc, ok, ça marche très bien, les gens se précipitent pour les acheter. Là, l'appel d'offres de Paris, grosso modo, c'est 3 fois 5 000, hein, pour faire court. Ouais. Donc là, du jour au lendemain, vous êtes sûr de pouvoir trouver 5 000 acheteurs de votre trottinette? Moi, je vais vous dire, si jamais on lance à Paris, l'erreur, ce serait de lancer du jour au lendemain. D'accord ? C'est le truc qu'il ne faut jamais faire. C'est ce qui explique aussi une grande partie des problèmes qu'on a pu connaître, moins sur les trottinettes, mais plus sur les vélos, où c'est allé beaucoup trop vite. Il faut laisser le temps aux équipes de s'entraîner, il faut laisser le temps aux gens de s'habituer au service. En revanche, aujourd'hui, là, on a 2000 personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente pour adopter un pony. Depuis qu'on a fait une conférence de presse à Paris, on a plus de 200 personnes qui s'inscrivent chaque jour. La dernière vente de trottinettes qu'on a fait, c'était à peu près 50 000 €. Ça s'est vendu en 11 minutes. Donc je pense qu'on est... Vous m'en mettez une de côté, là je vais en acheter une à la fin de la conférence. On pourra s'arranger. Alors, moi ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça... Bon, j'imagine que vous étiez au courant du modèle de Pony. Est-ce que vous pensez que c'est un concurrent sérieux? Enfin, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur l'appel d'offres, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut cohabiter avec le vôtre? Est-ce que vous pensez que c'est un concurrent? D'expérience, que l'on voit, c'est qu'opérer une flotte de plusieurs milliers de trottinettes, ça coûte extrêmement cher. Donc, Paul-Adrien parlait de levée de fonds. Effectivement, il faut être capable de supporter et de faire face aux coûts. Tout à l'heure, je parlais des 150 CDI qui étaient chez Bird. Donc, c'est un gros investissement en termes de ressources. Il faut être capable de maintenir la flotte, s'assurer qu'elle est chargée, d'avoir les bonnes infrastructures, de faire en sorte que l'on ait tout le temps, nos trottinettes sont tout le temps au bon endroit, bien utilisées. Donc c'est énormément d'argent et c'est beaucoup d'investissement pour créer justement ce système pérenne. Le point du véhicule est hyper important. Nous, une grosse partie des levées de fonds, effectivement, on a fait une levée de fonds récemment de plusieurs centaines de millions. Une grosse partie de ces fonds va dans la recherche et développement. Donc tous nos véhicules, alors, juste pour corriger ce que disait Paul-Adrien, je ne pense pas qu'on ait le même producteur parce que nos véhicules sont produits en propre. Alors, à moins qu'on vende nos trottinettes à Pony aussi, ce qui m'étonnerait, mais on a le même fabricant, quoi. Non, je pense pas, parce qu'on travaille exclusivement avec un fabricant exclusif. Peut-être l'ancienne génération. En tout cas, nos trottinettes actuelles sont fabriquées par un fabricant exclusif. Donc, toutes nos trottinettes sont pensées et conçues en interne, faites pour durer. Aujourd'hui, on a la trottinette qui dure le plus longtemps sur le marché. Ça a été prouvé par une étude par le cabinet Carbon 4, qui a fait une étude comparative des trottinettes. Alors, malheureusement, il n'y avait pas la trottinette de Pony, mais celle des autres opérateurs. Aujourd'hui, le modèle qui circule dans Paris a une durée de vie de 18 mois. Versus moins de... C'est déjà horriblement court, non, 18 mois. C'est peut-être la meilleure, hein, tant mieux pour vous. C'est la meilleure en ce moment, et la prochaine génération, c'est 3 ans, qui sera introduite courant 2020 à Paris. Voilà, donc l'investissement en R&D est conséquent et nécessaire pour la pérennité du modèle. Laurent Hubard, qu'est-ce que vous, à la limite, c'est pas votre problème, hein, vous allez leur vendre des batteries, quels que soient les modèles, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez intéressant les alternatives? Comment est-ce que vous réagissez aux différentes thématiques qui ont été évoquées là? Vous, c'est vos clients, mais vous avez quand même un point de vue sur la manière dont ça se développe. Si d'un coup d'un seul, les villes veulent plus d'une seule trottinette dans leur rue parce qu'il y en a trop, ça se passe pas bien, c'est pas bien pour vous non plus, quoi. Oui, en fait, je pense que toutes ces possibilités-là, aujourd'hui, elles sont rendues possibles parce qu'il y a eu un développement très fort des batteries électriques grâce à l'électrification des véhicules. C'est grâce à vous, en fait, tout ça.
Pas Moi, tout seul, j'ai j'ai suivi le fleuve. Mais en fait, le fait d'avoir une grande disponibilité de batteries électriques permet à tout un chacun de fabriquer un vélo, une trottinette. La baisse des coûts aussi des batteries qui sont et des coûts très très accessibles. Nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est pourquoi on ne fabriquerait pas aujourd'hui en France ou en Europe ce qu'on utilise, puisque c'est possible. Pourquoi, comme dit, moi j'ai des enfants, ils me disent c'est fun de fabriquer ce qu'on utilise. Ça nous donne aussi un petit peu d'indépendance et on est fiers de notre pays. Et c'est un peu ce que nous, on peut faire aujourd'hui dans ce domaine-là. Maintenant, c'est un choix collectif et propre à chacun d'y aller ou pas. Alors, Hugo, peut-être sur le modèle Pony, là, je ne sais pas si vous connaissiez. Je connaissais pas, mais je trouve ça très malin. Je trouve ça très malin parce qu'au final, tu délègues tout, quoi. C'est-à-dire le mec il achète sa trottinette et toi en tant qu'entreprise t'as plus rien à voir et c'est comme si tu avais un franchisé, quoi, finalement, non? Non, alors le propriétaire récupère que 50% des revenus. En revanche, les autres 50%, ils nous servent nous à faire entièrement tout ce qui est les opérations de chargement, de maintenance, de nettoyage, de déplacement, etc. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire un réseau de franchise. C'est très très compliqué, comme le disait Driss très bien. C'est très très compliqué. D'ailleurs, c'est vrai que nous, en fait, il y a une grosse partie sur laquelle on travaille avec des prestataires très reconnus du secteur, justement pour qui ont cette expertise. Donc c'est ça qui nous permet de le faire. De déplacement de trottinettes et de. Non, alors c'est surtout la maintenance. D'accord. Et donc en fait, non. Donc l'idée, c'est pas du tout vraiment. Et alors les vôtres, elles sont rechargées comment, par qui, où? Pareil, nos équipes. L'idée, c'est ce qu'on dit, c'est la logique de charger des trottinettes avec des groupes électrogènes. Elle venait d'une chose. Quand on est dans une phase de course à la croissance, on n'a même pas le temps de trouver les locaux de la bonne taille. On est là juste à acheter des trottinettes le plus vite. À un moment, il faut bien les charger, quoi. Donc, et ça, c'est l'absurdité complète, qui est la logique et la conséquence naturelle d'un modèle de financement qui est basé uniquement sur des métriques de croissance, quoi. C'est ça vraiment qu'on adresse aussi avec notre modèle. Nous, notre seule façon de réussir, c'est la profitabilité. La profitabilité, on ne peut pas être profitable en ayant des groupes électrogènes dans la rue à Paris. Ça ne peut pas marcher, quoi. Ok. Ouais, non, du coup, c'était simplement la remarque, ce qui m'avait interpellé, mais du coup, apparemment, c'est pas vraiment ça. Ok. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que le principe de mise à disposition du grand public de trottinettes en libre service, que ce soit chez Pony ou chez Bird, ça reste une meilleure chose plutôt que tout le monde achète sa propre trottinette et s'en serve. Donc moi, je suis content quand j'entends parler d'innovation dans ce milieu-là, parce que je trouve que ça reste une meilleure chose, voilà, que la propriété individuelle de chacun, quoi. Ouais, en même temps, si c'est la vôtre, alors là, vous faites encore plus attention que si c'est celle de quelqu'un d'autre vous empruntez. Ouais, sauf que peut-être qu'elle dure plus longtemps. Moi, j'ai un vélo électrique, ça fait t'en des produis années que je beaucoup l'ai, plus, ça irait encore plus vite, on aurait moins le temps de calibrer la production. Donc je pense qu'au contraire, ce serait pas du tout profitable, ni pour l'environnement, en tout cas, c'est sûr que non. Mais est-ce qu'on sait d'ailleurs combien il y a de trottinettes électriques privées en circulation? Alors, je ne parle pas des vôtres, du coup, qui sont privées. Pour l'instant, je pense que comparé, j'ai pas de chiffre en tête du tout. C'est vraiment juste une hypothèse. Je pense que par rapport aux flottes que vous avez à disposition sur Paris, peut-être que le chiffre est moindre ou alors approchant, mais en attendant, on en est au départ, donc faut regarder les prix. L'entrée de gamme, c'est 300 €. C'est un budget, c'est pas donné à tout le monde, mais on peut imaginer que d'ici 2-3 ans, les prix aient peut-être été divisés par 2 ou je ne sais quoi, et que du coup, si on en est dans cette logique de chacun à la sienne et que ce soit abordable pour un plus grand nombre de personnes, ça reste quand même moins cher qu'une voiture, ça reste accessible à, c'est 12 ans minimum dans la trottinette? Il me semble que c'est ça, la voiture c'est 18, donc en fait tu as un potentiel de clientèle bien plus large que sur les voitures. Donc si on a tous une trottinette, on serait recouvert de trottes. Moi j'ai quelques chiffres si vous voulez. Je crois que les ventes de trottinettes l'année dernière c'était 300 000 unités, qui était presque le double de l'année précédente. Donc en fait c'est un véhicule qui est assez populaire. Et en fait, électrique ouais. Et le premier prix est en fait un peu plus bas que 300 €, et c'est un vrai problème parce que fondamentalement on est presque en dessous, si vous voulez, du coût d'un produit de qualité, quoi. Donc on va des acteurs qui vont vendre des trottinettes, ça se vend dans les supermarchés à partir de 120 €, des trucs qui vont tenir mais en semaine, quoi, inévitablement. Et c'est vrai que c'est ça aussi la force aussi des flottes partagées, c'est qu'elles poussent à avoir des véhicules de qualité, puisqu'on a besoin que ces véhicules durent longtemps, qui sont réparables, qui sont recyclables, puisque nous c'est tous notre intérêt finalement de réutiliser au maximum, d'avoir voilà. Alors que c'est vrai que l'intérêt finalement des discounters, etc. Si vous allez sur ces discounts là maintenant, vous allez avoir des trottinettes à 120 €. Bon courage pour essayer de la faire réparer, quoi. Bien. Eh ben, merci à tous. Est-ce que si quelqu'un a encore quelque chose à dire,
qui le disent maintenant ou se taisent à jamais, parce qu'on a pris un peu de retard dans le début de cette table ronde, mais c'est que la première de l'après-midi, moi-même, je suis enfermée sur ce petit carré bleu là jusqu'à 18h. Ah non, je crois que du coup, je m'éclipse à un moment. Bref, donc si personne n'est frustré, je vous remercie tous pour votre participation.